Bonsoir tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour une nouvelle rencontre After Work tout simplement. De nouveau en partenariat et comme toujours avec HR Genève. Cette rencontre d'automne autour du sujet société digitale, comment rester humain, avec Sandra Anlard. Alors Sandra Anlard, on veut la saluer particulièrement en cette année de 10 ans du MAS, puisqu'elle est une des cofondatrices de ce programme aujourd'hui qui nous permet de vous accueillir et d'accueillir régulièrement et chaque année des étudiants engagés et motivés. Donc voilà, je vais vous laisser la parole. Merci encore d'être à l'origine et d'être là aussi. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ah voilà, oui, c'est bon. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai, vous avez raison. J'ai cette fierté d'avoir été en partie, avec bien d'autres, à l'origine de ce programme de formation auquel je croyais beaucoup et je vois qu'il continue à vivre. Donc c'est pour moi un vrai bonheur. Alors, peut-être juste un petit mot de présentation pour se mettre d'accord sur ce dont je vais parler. A priori, effectivement, je devais intervenir, et je vais intervenir, je vous rassure, à partir d'un livre qui s'appelle « Société digitale, comment rester humain », donc qui sera vraiment le cœur de mon propos. Mais il se trouve que j'ai sorti il y a une semaine un autre livre qui s'appelle « De la formation à la Learning Company » et qui, évidemment, pour moi, est une continuité, enfin, et la suite de mes travaux sur tous ces sujets autour de comment l'entreprise évolue et tout ce qui se passe autour de ça. Et donc, je vous dis tout de suite que je vais avoir du mal à ne pas en parler du tout, parce que c'est dans le mouvement et je peux pas rester uniquement sur le bouquin d'avant. Sauf si vous me dites que les questions de comment on apprend dans les organisations, dans les entreprises, sont tout à fait en dehors de vos préoccupations. Dans ce cas-là, je n'en parle pas. Mais voilà, dites-moi, est-ce que c'est des thèmes qui vous intéressent ou pas un peu Bon, voilà. Donc je vais vraiment démarrer sur société digitale et puis je me permettrai peut-être de passer à mes recherches actuelles. Alors, peut-être juste pour me présenter rapidement, donc jusqu'au 30 août, j'étais directrice générale d'une association française qui s'appelle Entreprises et personnel, et qui réunit les 100 plus grandes entreprises autour des questions de gestion des ressources humaines, de formation, de management, de dialogue social, et qui donc travaille pour ses adhérents, qui sont ces entreprises, à la fois en publiant des études, à la fois en animant des communautés, à la fois en intervenant, à la fois en faisant de la formation, bref, tout le spectre qu'on peut imaginer pour accompagner les directions RH de ces grands groupes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je connais un peu, ce sont les grandes entreprises françaises. Et évidemment, ça n'est pas la réalité suisse. Et donc, forcément, vous allez devoir faire un travail de dire est-ce que ce qu'elles racontent, ça nous parle, ça ne nous parle pas, parce que vous n'êtes pas forcément dans les mêmes contextes. Donc ça, c'est une première limite, évidemment, de mon propos. La deuxième casquette, c'est que j'ai créé, il y a 13 ans, 15 ans, avec Olivier Charbonnier, un toute petite assoce, qui s'intéressait depuis le départ et avant que ce soit à la mode à la question de l'impact de ce qu'on appelait Internet, puis le numérique, puis le digital, sur les manières d'apprendre, les manières de travailler, la question des compétences, bref, tous ces sujets-là. Et on a publié 4 livres au fur et à mesure de nos travaux, des travaux qu'on a menés avec les entreprises, avec des chercheurs et avec des gens qui étaient dans le monde vraiment du digital, des start-upers, des choses comme ça. Et le premier bouquin qu'on a sorti s'appelait « Faut-il encore apprendre ?» parce qu'on avait passé 2 ans sur la question du rapport au savoir et de l'évolution du rapport au savoir du fait du digital. Ensuite, on a sorti un deuxième livre qui s'appelle toujours « À quoi ressemblera le travail demain ?» où là, on s'est interrogé plutôt sur la relation au travail. Ensuite, on a sorti un troisième ouvrage qui s'appelle les compétences pour demain, quelles compétences pour demain, un truc comme ça. Et le quatrième, c'est celui dont je vais parler là, qui fait un peu le bilan finalement de toutes ces années qu'on a passées à la fois dans cette association, mais aussi beaucoup au sein des entreprises, puisqu'on a eu une activité d'accompagnement des entreprises dans ce qu'on a appelé la digitalisation des organisations. Et donc ça se situe, ce propos que je tiens, se situe dans à peu près un peu plus de 10 ans de travaux et où à chaque fois on a un peu pris un angle et on a essayé d'interroger la question du digital tout en observant dans les entreprises comment ça a évolué, comment ça se passait.
Et puis ma troisième casquette, c'est que je suis directrice de recherche à Nanterre en sciences de l'éducation, en formation des adultes, après avoir eu le grand honneur d'être professeur ici, avant d'autres non illustres, bien plus illustres que moi, mais voilà, j'ai eu cette joie d'enseigner ici, et donc j'ai aussi une carrière académique, et mes travaux portent essentiellement sur les questions de comment on apprend dans les organisations, et donc comment aussi la question du digital amène à réinterroger justement ces questions pédagogiques. Et c'est pour ça que je vous disais au début, mes recherches aujourd'hui sont vraiment spécifiquement sur ces questions-là, sur les modèles pédagogiques qui sont à l'œuvre dans comment on pense les dispositifs de formation dans les entreprises et comment, à mon avis, on va être amené à les penser autrement. Voilà, donc ça c'est juste pour me présenter rapidement et situer peut-être mon propos par rapport à d'autres axes qui viennent un peu enrichir pour moi, évidemment, mes réflexions. Alors, en ce qui concerne ce thème de la société digitale, j'ai envie de dire qu'il y a eu un peu... Il y a un peu 3 temps pour nous dans ce qu'on a pu voir. Le premier temps, c'est bien sûr, le digital a tout bouleversé. Ça a été une vraie révolution au sens où, évidemment, il y a énormément de choses qui se sont mises à bouger au sein des sociétés. Je ne parle pas des entreprises, je parle bien de la société. Voilà. Et des choses qui ont été absolument majeures dans le rapport au temps, le rapport aux autres, le rapport à l'espace, évidemment le rapport à l'information. Enfin, on pourrait faire une liste infinie de tout ce qui s'est passé, qu'on a oublié d'ailleurs, parce qu'on est tous là-dedans à titre individuel, à titre personnel, dans cette mutation, et on se souvient à peine qu'il y avait un temps où on n'avait pas d'email, où on n'avait pas Internet, et d'ailleurs aujourd'hui les enfants nous regardent avec des yeux ronds en disant « mais comment vous faisiez ?» Comment faisait-on pour vivre? Comment faisait-on pour acheter un billet de train? Comment faisait-on pour communiquer? Enfin, voilà, ça paraît vraiment un monde qu'on se demande s'il a vraiment existé, et on se demande comment on ferait aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le vit tous quand tout d'un coup, ça ne marche plus et qu'on est obligé de se passer de tous ces petits outils. Donc, un bouleversement quand même absolument incroyable et qui touche à des choses profondes. Quand on parle de rapport au temps ou de rapport à l'espace, ce n'est pas des petits sujets dans une société. Bon. Donc, ça, c'est vraiment ce premier temps. Et puis, en fait, très rapidement, mais pas si rapidement que ça, en fait, cette question du digital est rentrée dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que la relation au travail a évolué, parce que du coup, la manière dont chacun était amené à vivre ce qu'était le lieu de travail, ce qu'était le temps de travail, ce qu'était le mode de collaboration, ce qu'était l'activité même, tout ça, ça a commencé à bouger, à être interrogé, à changer. Et voilà, et progressivement, tout ce qui se passait dans la société est rentré dans l'entreprise. Et pour moi, c'est vraiment une question bien plus large que la question générationnelle. On a souvent tendance, à mon avis, à tort, à faire coller digital et génération Y. C'est des propos auxquels moi, j'adhère pas du tout. Je pense que le digital, au-delà des générations, est quelque chose qui nous a tous profondément fait changer dans notre rapport au travail. Ces transformations, elles sont entrées dans l'entreprise et les entreprises ont cherché à s'y adapter, et puis à en tirer profit, évidemment, le mieux possible pour essayer de faire bouger un certain nombre de fonctionnements qui étaient là depuis très longtemps. Et donc, on a assisté dans ce temps-là à énormément de tentatives d'utiliser, ou en tout cas de s'adapter, de faire avec le digital dans le monde professionnel, dans le monde du travail. Et là, c'est le temps 2, où le thème du digital a littéralement explosé. Alors, je n'ai pas de vision peut-être très claire de ce qui s'est passé en Suisse, mais en tout cas, je peux vous dire qu'en France, mais ça a été un effet de mode hallucinant. Hallucinant. Vous ne pouviez plus faire un pas sans qu'on vous dise digital, digitalisation, les fonctions RH en tête, vraiment. Il fallait tous devenir digital. Voilà, c'était la digitalisation à tout crin, les managers avant toute chose. Voilà. Et donc, on a vu fleurir énormément de pratiques qui vraiment, honnêtement, ont essayé de faire changer les choses. Vous avez les Learning Expeditions, vous avez des réflexions sur la transversalité, vous avez les mots d'ordre permanents sur l'agilité, la créativité, la transversalité. Enfin, tous ces mots-là sont devenus des mots qui ont littéralement envahi la sphère du management et de la gestion des ressources humaines. Et le premier qui osait dire moi, agilité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, poum, il était éjecté parce qu'il n'avait rien compris
et que le monde de demain, c'est celui-là, etc., etc. Ça a été quand même très très fort, hein, cette pression autour de on doit être dans ce monde du digital, et de toute façon, comme on le vivait tous avec nos outils pro-perso, perso-pro, comme toutes les questions de porosité entre travail et vie personnelle commençaient à exister, ben, nécessairement, effectivement, il y a eu vraiment une très forte pression. Ça, c'est le temps de l'explosion du sujet. Il n'y avait pas un COMEX qui n'allait pas faire sa Learning Expedition en Californie. San Francisco, machin, ça c'était pour tout en haut de l'échelle. Après ça, on descendait un peu. À la fin, ça se terminait dans un quartier de Paris. Pour les moins, bon voilà, c'était très très frappant. Hein. Et puis on a créé des responsables du digital qui d'ailleurs dépendaient directement des DG et non du COMEX et non pas de la RH. Hein. La RH petit à petit s'est vue retirer le sujet du digital. Et évidemment, tout ça s'est passé en parallèle avec un impact énorme sur le business, parce que dans la plupart des métiers, effectivement, le digital a profondément changé l'activité, le business, le rapport aux clients, et ça, on l'a tous vécu, nous, comme clients. On n'est plus du tout dans le même univers de relations, que ce soit B2B, que ce soit B2C, il y a vraiment énormément de choses qui ont bougé. Et puis il y a un moment, justement, qui était au bout d'à peu près 7-8 ans, après avoir accompagné beaucoup d'entreprises, après avoir repensé les espaces, créé des espaces de coworking à l'intérieur des entreprises, des open space particuliers qui tenaient compte de justement de l'agilité, de tous ces sujets-là. Enfin, on peut en parler si vous voulez tout à l'heure. Eh bien, il y a un moment où on s'est dit, mais qu'est-ce qui a vraiment changé dans les boîtes? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vraiment le moment de ce bouquin. Et là, il y a un peu un effet gueule de bois. Il y a on s'est un peu réveillé en disant, finalement, si vraiment on interroge et on essaye de regarder ce que ces changements réels ont apporté, on ne peut pas être totalement enthousiaste. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que je vais le dire de manière très simpliste, brutale et donc un peu idiote, mais beaucoup de mousse pour pas grand-chose. Hein. Beaucoup d'effets de manche, beaucoup effectivement un vocabulaire, des injonctions très fortes, de nouvelles normes qui se créent dans l'entreprise, des comportements qu'il faut adopter à tout prix. On a vu des grandes entreprises se mettre à décréter qu'il fallait qu'elles deviennent des start-up. Alors, si vous voulez, quand on dit que la SNCF ou EDF, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais enfin bon, doivent devenir des start-up demain matin, ou la Société Générale, ou enfin vous faites des équivalents avec les grandes entreprises suisses, ça fait quand même doucement rigoler. Voilà, donc on a beaucoup parlé, mais finalement, c'est pas sûr que ça ait tant changé que ça, premièrement. Deuxièmement, quand vous regardez ce qu'on peut nommer l'architecture invisible des organisations, elles ont été très peu touchées. Et troisièmement, les rapports de pouvoir ont été en fait très peu impactés par le digital. Tous les discours sur la pyramide inversée, sur la transversalité, sur le manager coach, enfin vous avez un énorme discours autour de tout ça qui a accompagné le digital, qui va avec l'agilité, qui va avec tout ça. Quand vous regardez vraiment de près, je ne parle que des grandes entreprises françaises et pas du tout de ce qui se passe chez vous, je suis désolée, les structures de pouvoir n'ont pas bougé. Ceux qui décident, ceux qui sont à la tête des entreprises, sont toujours les mêmes. Ils décident toujours à peu près de la même manière et ils ont à peu près toujours le même type de vision de ce que c'est que de diriger une entreprise. Quand vous descendez un peu plus bas, ceux qu'on promeut, ceux qui font des carrières, parce que ça existe encore, malgré la grande transversalité, et ben c'est quand même un petit peu toujours les mêmes que ceux d'avant. C'est vrai que si vous êtes jeune, et bon, vous avez peut-être... Mais vous voyez, fondamentalement, ce qui fait sociologiquement qu'on accède à des situations de pouvoir dans les entreprises, ça n'a pas été du tout bouleversé. Bon, donc ça c'est important, ça veut dire que quelque chose résiste très fortement et que finalement le digital a été un peu comme un raz-de-marée qui a complètement fait bouger, comme je le disais, des références, des normes, des comportements, des formes d'organisation physique et réelle du travail.
mais sans en fait remettre en cause réellement ce qui fait que dans une entreprise, on a du pouvoir ou on n'en a pas, on décide ou on ne décide pas, on impose ou on n'impose pas, on est promu ou on n'est pas promu. Donc vous voyez, tout ce qui est de cet ordre-là, en fait, a peu bougé. Ce qui n'était pas du tout cohérent avec la promesse du digital. Hein. Quand on vous parlait d'agilité, on embarquait aussi ces idées-là. On disait aussi que, justement, tout ça allait changer. Et là-dessus, ça n'a pas changé. Première chose, constat. Et puis, il y a un dernier point qui, du coup, nous a amené, nous, à vraiment nous interroger dans ce livre. C'est que, si je vais encore plus loin, en fait, les entreprises ont merveilleusement profité du digital. Elles ont vraiment instrumentalisé une partie de ce qui se jouait dans le digital. Pourquoi ? Parce que ce qui a pris dans les entreprises, c'est effectivement des changements de comportement attendus de la part des collaborateurs. Quand vous dites à vos collaborateurs, vous devez être agile, vous devez être créatif, vous devez renoncer à avoir du pouvoir parce que c'est pas bien, la pyramide, le machin, quelle horreur, mon Dieu. Quand vous dites, vous savez, votre boulot et vous, c'est pareil. Tout ça, c'est voilà. Quand vous dites, je vous donne des outils qui vous permettent d'être connectés en permanence, et quand je vous dis, nous, ce qui nous compte pour nous, c'est ce surengagement, c'est cette manière que vous avez d'être toujours finalement en train de vouloir donner plus pour l'entreprise. Finalement, vous créez quelque chose qu'on connaît très bien historiquement dans les entreprises, c'est ce fameux investissement, voire surinvestissement. Et évidemment que si les entreprises ont généré ça, c'est parce qu'effectivement, je pense que le travail lui-même a changé. Et qu'à partir du moment où on est, et ça c'est un mouvement long, c'est un mouvement de fond, hein, qui fait qu'on est passé d'un travail décrit, prescrit, assez carré, assez identifié, assez extérieur à l'individu finalement, à un mouvement de subjectivation du travail, où le travail est de plus en plus quelque chose qu'on a du mal à définir exactement, parce qu'en face, il y a ce fameux client, que ce client, il faut qu'il soit totalement satisfait, voire sursatisfait, voire super satisfait. Voilà. Vous avez des entreprises où on vous dit, ce que je vous demande, vous, collaborateurs, une seule chose, vous devez aimer vos clients. Ben, quand on dit ça dans une entreprise, et que mon boulot, c'est d'aimer mes clients, c'est inquiétant, non ? Moi, je n'ai pas envie d'aimer mes clients. C'est aimer, c'est autre chose. Et pourtant, vous voyez, on est dans ces univers-là où la place du client, où la subjectivité des individus et donc où l'investissement des individus sur un mode très différent de ce qu'a été la figure du professionnel, de l'expert, de la figure de la compétence antérieure, sont des figures qui s'effacent au profit d'une figure beaucoup plus investie psychiquement, personnellement et subjectivement. Et là, le digital a été fabuleux, parce qu'il a, j'ai envie de dire, modernisé, il a donné un coup de jeune, il a associé cette subjectivité à un monde, à une sphère, à un univers moderne, avant-garde, progrès, voilà, qui avait toutes les caractéristiques, rapidité, adaptabilité, etc., etc. Et je pense qu'effectivement, un des risques de ce qui s'est passé pendant ces années-là est de deux ordres. Un risque d'exclusion, parce qu'effectivement, si vous ne jouez pas le jeu, vous êtes très vite marginalisé. Hein, voilà. Et puis, un risque d'épuisement, qu'on a quand même beaucoup vu dans les entreprises dans ces années-là et dans la fin de ces années-là. Épuisement qu'on comprend parfaitement quand vous suivez un petit peu ce qui se passe, en particulier pour des managers de proximité, parce que c'est quand même ceux qui ont peut-être le plus payé tout ça, où effectivement les outils permettent de ne jamais s'arrêter, où de toute façon il faut donner de soi, il faut être totalement investi là-dedans, et que tout ça, et vous avez tout le vocabulaire autour du jeu, de la gamification, du plaisir, du ludique. Et quand on crée des espaces absolument merveilleux, où il y a la cuisine au milieu, où il y a la table de ping-pong, où on peut faire du jeu vidéo entre deux tâches de travail, on crée des univers dans lesquels on n'a plus aucune raison de partir, dans lesquels on est totalement bien, dans lesquels on est merveilleusement au chaud, et où on s'amuse, et où c'est gai, où c'est cool, et c'est fun, et c'est... Oui, sauf que pourquoi voulez-vous partir ? C'est formidable, on n'a qu'à rester là. Bon. Donc,
se pose quand même, je pense, et en particulier pour la fonction RH, de vraies questions autour de la relation au travail, et la relation au travail qui a été générée par ces 5-6 ans qui ont vu tout ce mouvement de digitalisation, qui, je le redis, n'est pas qu'un mouvement que de l'entreprise, mais qui est un mouvement beaucoup plus profond dans la société, et qui finalement est rentré dans l'entreprise et a généré cela pour le plus grand profit des entreprises, qui effectivement ont besoin de gens adaptables, créatifs, corvéables à merci, impliqués, surimpliqués et surinvestis. Donc on voit bien comment ça a pu fonctionner. Alors voilà, ça c'est notre analyse à un moment donné, et on s'est dit, alors évidemment, je pourrais vous raconter, vous le peindre en rose et vous le faire un peu moins noir, hein. Là je force le trait pour essayer de partager avec vous la réflexion qu'on a pu avoir il y a à peu près 18 mois, 2 ans. Et du coup, la suite de cette réflexion, c'est de se dire, mais il ne s'agit pas de renoncer au digital. De toute façon, il est là fondamentalement, et je vais en parler tout à l'heure. On n'a rien vu encore du digital. Ça, c'était gentillet, tout ce que je vous raconte. Ce qui nous attend n'a rien à voir avec ce qui s'est passé la première vague du digital. Elle est beaucoup plus douce que la deuxième vague qui arrive maintenant, qui est celle qui va toucher tout ce qui est intelligence artificielle, data et robotisation, qui est en train de rentrer dans les entreprises. Et croyez-moi, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, est autrement plus violent que ce qu'on a pu connaître dans la première vague. D'où c'est vrai, pour nous, un vrai moment où on a envie d'inviter la fonction RH, mais plus généralement tout le management, à s'interroger sur ce qu'on veut prendre du digital, sur ce qu'on veut garder, sur ce qu'on veut utiliser, et puis sur ce qu'on veut refuser. Et donc, comment est-ce qu'on peut se mettre dans une position de dire on a aussi le droit de réfléchir et on a aussi le droit d'interroger ce qui est en train d'émerger, et pas forcément de dire ah ben, c'est le progrès, donc excusez-moi, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Alors là, il y a un certain nombre de thèmes sur lesquels nous, on a vraiment envie de travailler dans les années qui viennent et sur lesquels on a un peu mis le paquet dans nos travaux par ailleurs. Je vais en citer quelques-uns, je ne vais pas tous les lister, mais juste pour vous dire un peu sur quoi on attire l'attention. Alors le premier sujet pour nous, c'est la question de l'attention, qui nous semble être un thème absolument crucial aujourd'hui dans les entreprises. Je ne parlerai pas de la société, de l'école et tout ça, je reste sur mon sujet entreprise, parce que c'est là que finalement on mène nos observations. Le sujet de l'attention et de la capacité du monde digital de capturer votre attention, la capacité de faire que vous ne pouvez pas vous empêcher de regarder votre smartphone très régulièrement, que vous ne pouvez pas vous empêcher de vérifier qu'il n'y a pas un message, un SMS, un machin, comme si vous viviez en permanence dans l'urgence de tout, alors que quand même, reconnaissons que c'est rarement, c'est rarement la panique. Enfin, on ne vit pas non plus. Bon. Mais on ne peut plus s'empêcher. On ne peut pas ne pas faire attention à ça. On ne peut pas ne pas, en même temps qu'on entend, traiter ces messages. On ne peut plus. Bon. C'est quand même pas rien, hein. C'est pas rien de dire que votre attention, elle est complètement drivée, finalement, je reprends mon terme de capturer, par des choses qui n'ont pas une énorme importance. Quand vous lisez, quand vous faites vraiment un travail sur ce qui se dit sur Facebook, sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur ce qui se dit dans les SMS, sur la manière dont on communique, sur WhatsApp, Instagram, enfin tout cet univers-là. C'est pas forcément bouleversant d'intelligence, c'est pas forcément des choses qui vous apportent, qui vous nourrissent. Voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on est dans ce jeu-là, et comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer cette attention qui est quand même le premier niveau de ce qui vous permettra ensuite d'avoir un minimum d'esprit critique, de distance, de recul, de réflexion, etc. Et dans les entreprises, il est clair que ce qu'on a vraiment montré dans plusieurs études de terrain, c'est que pour un certain nombre de gens, ce qui compte, c'est d'avoir traité le plus vite possible l'information qui arrive. Ce qui est essentiel, c'est de libérer cette micro-charge cognitive et qui fait que quand j'ai répondu aux mails, aux SMS, aux machins, même pas intéressants, voilà. Alors que quand je vois que ça s'accumule, à l'inverse, il y a quelque chose que je n'aime pas.
Donc, du coup, effectivement, vous allez mettre de l'énergie, un minimum d'énergie, encore une fois, psychique, à traiter en permanence tout ça, pour ne pas être encombré, pour ne pas avoir l'impression qu'à un moment, il y en aura trop. Et votre cerveau, qui est là pour vous protéger, effectivement, il vous protège en vous disant, écoute, plutôt que de te retrouver sous l'eau, essaye de traiter tout le temps un petit peu, comme ça, il n'y aura pas de problème, quoi. Il n'y aura jamais le trop plein. Sauf qu'à force de traiter tout le temps, effectivement, vous traitez tout le temps. Et du coup, vous créez des stimulations, y compris au niveau de ce fameux cerveau, qui fait qu'au bout d'un moment, s'il n'y a plus rien, s'il n'y a plus de stimuli, il est un peu inquiet. Parce que comme il est tout le temps stimulé de cette façon-là, il y a un moment où, il n'y a plus rien. Et le « il n'y a plus rien » est devenu angoissant. Voilà. Regardez comment vous vivez quand vous avez cassé votre smartphone, ou quand vous avez perdu, ou quand vous ne savez plus où il est. Vous avez, pour beaucoup de gens aujourd'hui, un sentiment de manque, de où est-ce qu'il est, de trucs bizarres, etc. Donc ces phénomènes d'addiction, parce que c'est exactement ça dont je parle, qui sont très présents dans l'entreprise française, je ne dis pas du tout que ce soit la même chose chez vous, mais en tout cas qu'on observe vraiment très, très concrètement aujourd'hui, et qui sont d'ailleurs pas du tout vécus comme quelque chose de dramatique, plutôt quelque chose de normal, ont un effet évident sur vos capacités d'attention, et du coup interrogent sur cet univers digital, et du coup interrogent sur comment on peut effectivement instaurer des univers collectifs organisationnels qui vous permettent de récupérer cette fameuse attention. Alors vous savez que nous, en France, on a fait une loi que je trouve très intéressante sur le droit à la déconnexion. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un salarié qui ne peut pas ne pas exiger de pouvoir se déconnecter. Et à l'inverse, l'entreprise a l'obligation de permettre aux gens de se déconnecter. Encore faut-il que les gens le demandent. Et encore faut-il qu'à titre personnel, on soit conscient du fait de l'importance de cette déconnexion. Et là, il y a tout un travail d'éducation qui se passe en particulier dans les entreprises. Donc ça, c'est un premier sujet, moi, que je trouve extrêmement important. Et pourquoi aussi ? Parce que je pense que derrière cette question de l'attention, il y a aussi tout un autre champ qui émerge, qui est celui du rapport au réel, et qui est vraiment un vrai sujet de société, là pour le coup, mais d'entreprise aussi. Que devient le réel quand on est dans des univers fortement virtuels ? Comment est-ce qu'on reprend contact avec une forme de matérialité qu'on peut perdre rapidement ? Là, je vous renvoie aux travaux de Marianne Dujarrier, par exemple, ou un livre, moi, que j'ai beaucoup aimé, de Mathieu Crawford, Contact, pas le premier, pas l'éloge du carburateur, mais son deuxième bouquin, là, Contact, que je trouve qui parle très très bien de tout ça. Bref, on voit bien qu'il y a un certain nombre, que ce soit des sociologues, que ce soit des philosophes, de gens qui nous alertent sur que devient le réel dans ces univers digitaux. Donc ça, c'est un premier paquet, j'ai envie de dire. Il y a un deuxième paquet, je vais passer beaucoup plus vite parce que depuis, il y a des tas de travaux là-dessus, donc je pense que pour vous, c'est devenu plus banal. C'est toute la question des traces, évidemment, et des datas. Alors maintenant, je trouve qu'on est bien alerté et qu'il y a vraiment des prises de position intéressantes. Néanmoins, on n'a pas du tout conscience de l'énormité des traces qu'on laisse en permanence. Et surtout, on a très rarement accès à la compréhension de ce qu'on fait de ces traces. Et donc là, il y a des travaux en particulier en Belgique, qui sont extrêmement intéressants sur la gouvernementalité algorithmique. Alors c'est impossible à dire et ça fait très très prétentieux, mais c'est quand même le vrai sujet. Qui gouverne ça ? Et comment est-ce qu'on instaure des moyens, non seulement de dire j'ai un droit de regard sur comment, pourquoi, ce que ça devient, ce qu'on en fait, etc., mais on me donne les moyens de comprendre. Or, je ne sais pas si vous vivez ça ici, mais aujourd'hui, il y a énormément de start-up, surtout dans le champ RH d'ailleurs, c'est très, très, très fort, qui utilisent les datas en disant on révolutionne le recrutement, on révolutionne la mobilité, on révolutionne la gestion de carrière, on révolutionne parce qu'on a des outils, on a des applications qui repose sur des datas, sur le big data en particulier, et qui utilise un algorithme qui vous permet de dire que il faut recruter plutôt telle personne que telle autre. Pourquoi ? Vous savez pas. Parce que l'algorithme l'a dit, et l'algorithme, c'est magique, mais comme c'est notre produit, notre secret de fabrication, j'ai envie de dire, vous ne le saurez jamais ce qu'il y a dans l'algorithme.
Bon, ça, je veux dire, il y a un moment où il faut aussi arrêter et il faut avoir le droit de comprendre quelle est la nature des raisonnements qui ont été mobilisés pour dire qu'il faut recruter pour ce poste quelqu'un qui dort plutôt sur l'oreille droite que sur l'oreille gauche, ou quelqu'un qui mange du chewing-gum le matin plutôt que quelqu'un qui, etc. Alors, c'est big data, c'est bien, ok, c'est joli, mais enfin, on a quand même le droit de s'interroger sur ces fameux algorithmes. Or, la réponse permanente des startups, c'est non, vous ne pouvez pas nous demander ça, puisque sinon, c'est notre cœur. Bon. Et là aussi, c'est développer tout un discours autour de ces fameux algorithmes, big data, etc. Et vraiment, là, je vous invite à être extrêmement exigeant sur ce qu'on manipule derrière tout ça, et sur ce que ça veut dire, et sur ce que ça a comme conséquence autour des décisions qui sont prises. Et c'est très présent en RH. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais il y a un nombre de RH, de start-up qui sont sur les thèmes que je viens d'énoncer, que ce soit le recrutement, la gestion de carrière ou la formation. Il en est tous les jours un et qui dit « Ah, mais c'est scientifique ». Alors maintenant, le nec plus ultra, vous rajoutez les neurosciences. Alors là, tout le monde se couche. Algorithme, plus on a travaillé avec les sciences cognitives, etc. Alors là, plus personne ne dit rien. C'est fantastique, c'est forcément génial, etc., etc. Voilà, moi je vous invite à avoir un minimum d'esprit critique par rapport à tout cet effet de mode très très fort, avec des choses absolument passionnantes. Et c'est évident qu'on fait des trucs qu'on n'aurait jamais pu faire il y a 20 ans, il y a 10 ans. Donc c'est passionnant. Mais gardons toujours le droit de comprendre et de regarder et d'interroger ce qui se passe. Troisième question qui nous intéresse, c'est les effets de normalisation du digital. Je vais prendre un exemple qui est assez fascinant, je trouve, c'est tout ce qui est autour du corps. C'est la manière dont le corps, à cause du digital, devient une sorte d'objet hyper connecté, qu'on peut contrôler, qu'on peut normer, qu'on peut façonner, et du coup, voilà, qui doit quand même rentrer dans un certain nombre de normes assez précises. Tout ce qui est, vous savez, tout ce qui est quantification de soi, avec je mesure le nombre de pas que j'ai fait, je mesure combien de fois, comment j'ai dormi, est-ce que mon sommeil était de bonne qualité, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bien pris assez de glucides par rapport au machin du truc. Ouais. Aujourd'hui, il y a là aussi un business absolument incroyable autour de tout ça. Ce qui peut être évidemment formidable, au sens c'est génial, on est tous maintenant capables de veiller à notre santé, c'est fantastique, etc., etc. Mais là aussi, je vous invite à réfléchir à cet univers dans lequel on est soi-même en train dans une sorte de contrôle permanent, contrôle qui renvoie aussi à des pratiques d'entreprise, puisqu'il y a aussi aujourd'hui pas mal d'entreprises sous l'intitulé santé, concept global au-delà du bien-être, etc., qui commence à dire, écoutez, là, vous avez quand même 5 kilos de trop, hein, enfin, il faudrait quand même... voilà. Bon. Puis, bah, tiens, vous marchez pas beaucoup, et puis, tiens, vous faites pas assez de sport, et puis, etc., etc. Donc, il y a des effets de normalisation dont on peut discuter, parce qu'évidemment, on préfère que tout le monde aille bien, mais voilà, là-dedans, comment est-ce que petit à petit, on en vient à dire, il y a aussi des effets d'exclusion, de discrimination qui viennent. Alors, la société n'est pas uniforme, il y a en même temps des mouvements de lutte contre les discriminations qui viennent équilibrer tout ça, mais ce sont des univers très normatifs quand même. Hein. Le bien-être, la QVT, tous ces sujets-là peuvent devenir assez facilement des mondes relativement, encore une fois, imposant des normes assez fortes. Dernier exemple, et puis je m'arrêterai là, là je ne vais pas développer, c'est toute la question des liens sociaux. Il y a eu des tas de travaux là-dessus, peut-être pas d'ailleurs assez nombreux, parce que je pense que c'est un des sujets absolument clés de ce qu'on vit. Les travaux de Cassily, si vous aviez suivi ça, les travaux... Et il y a un bouquin, moi j'adore le titre, qui s'appelle « Seuls ensemble ». C'est un merveilleux bouquin, fantastique. Je ne me souviens plus maintenant du nom de l'auteur. C'est une femme MIT, chercheuse au MIT, à la fois anthropologue, et qui mène tous ses travaux là-dessus. Vraiment un très très bon bouquin. Et qui essaye d'explorer comment les liens évoluent, les liens entre nous évoluent du fait de l'univers digital.
Qu'est-ce que ça veut dire finalement que la sociabilité dans un univers de réseaux sociaux, dans un univers de robots, où on voit bien que, contrairement à ce qu'on a pu dire il y a pas si longtemps, où on disait tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, du relationnel, ce sera hors champ pour les robots, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Aujourd'hui, le champ des émotions est totalement investi par les recherches du côté des robots, et ça fait des merveilles. Ça fait des merveilles, en particulier dans le monde des personnes âgées, où effectivement le petit phoque ou le petit chien robot que vous pouvez caresser, qui est toujours content, qui est toujours gentil, qui vous aime, etc., comble souvent des abîmes d'abandon ou de solitude dans ces lieux-là. Donc ça remplit bien. Même chose sur les enfants. Elle a beaucoup travaillé sur les enfants, elle. Donc, vous voyez, enfin, tout ça, c'est quand même à prendre en compte dans qu'est-ce qu'on veut là aussi, c'est quoi les liens sociaux qui nous unissent, quelle est la nature de ces liens, et bien entendu que dans ces fameux centres pour personnes âgées, il vaut bien mieux avoir ce genre de robots que du personnel qui va être débordé, épuisé, avec au besoin des risques de maltraitance et compagnie. Qui va être contre ça ? Qui va être contre ça ? Pour les enfants, c'est pareil. Donc, comment est-ce que tout cet univers-là transforme notre relation au monde et notre relation aux autres ? Et comment, du coup, ça amène un certain nombre de questions ? Non pas pour s'en passer, de toute façon, on ne s'en passera jamais, enfin, on est complètement là-dedans. Mais par contre, pour réfléchir à ce qu'on veut en faire et comment on veut utiliser ça et comment on veut garder un minimum de droit de regard, j'ai envie de dire, sur la nature de la société qui est en train d'émerger. Donc, en gros, voilà je dirais le cœur du bouquin, et juste pour conclure là-dessus, nous on termine en disant il y a 4 mots qui nous semblent importants, ce sont les questions d'autonomie, les questions d'altérité, les questions d'attention au réel et ce qu'on appelle la gentilité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reste celui qui décide finalement de tout ça. Et on peut mettre le digital au service de ça. On peut mettre le digital au service de ces 4 termes. Encore faut-il le vouloir, le décider, avoir la main pour le faire. Et je terminerai juste en disant que, évidemment, ces questions dont j'ai parlé dans l'entreprise ne peuvent pas se penser totalement indépendamment de questions de société, et que donc là, ça renvoie aussi à une réflexion politique qui est plus large, plus complexe, mais dont on ne fera pas l'économie, à mon avis, parce que c'est pas isolé. L'entreprise n'est pas isolée de la société, et donc ça se joue aussi dans comment au niveau politique, des prises de position peuvent émerger et se faire entendre. Voilà sur mon premier sujet. Je regarde l'heure. J'ai bouffé mon temps, là, non ? Où est-ce que j'en suis Bon, est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là et puis qu'on discute de ça, ou je vous parle de formation ou pas ? Non ? Oui, vous me dites ? Oui ? Bon, ok. Alors, toutes ces questions-là, de manière beaucoup plus pointue, c'est trop gentil pour moi, étroite, je vais dire, effectivement, m'amène aussi à m'interroger sur la question des processus d'apprentissage dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment au moment où tout ce qui est IA, data, robots rentre dans l'entreprise, interroge le travail, interroge les organisations du travail et interroge l'emploi. Ce n'est pas seulement le travail au centre de l'activité, comme si on disait on ne va plus faire les choses de la même manière, mais on reste le même nombre dans l'entreprise. Il y a un vrai sujet d'emploi, et un des grands défis des grandes entreprises, c'est effectivement comment elles vont à la fois évidemment intégrer IA, data, robot, parce qu'il va y avoir des gains évidents, énormes dans quasiment tous les métiers, mais en même temps ne pas faire ça de manière sauvage et en s'interrogeant sur les compétences dont elles ont encore besoin en termes humains. Et donc, ça veut dire effectivement réfléchir à ces fameuses compétences. C'est quoi les compétences de demain dans ces univers où il y a des robots qui font plein de choses, où les data vous permettent de faire des tas de choses qu'on ne faisait pas avant, ou que c'était les hommes qui les faisaient. Et donc, comment on va faire pour accompagner cette évolution des compétences liée à l'évolution des situations de travail de plus en plus rapide ?
Donc on n'est pas dans un schéma où on dit « Ah tiens, il y a une nouvelle technologie qui arrive », comme on l'a vécu avec l'informatique, la robotisation industrielle ou je ne sais pas quoi. On va former les gens et hop, ça y est, maintenant c'est bon, ils sont formés, on y va pour 5 ans. On est dans certaines entreprises, je ne dis pas du tout que ce soit partout, mais en tout cas c'est celle où je travaille, on est dans des entreprises, dans des organisations où si je considère que tiens, la situation de travail change, je t'envoie en formation pendant 3 semaines, 3 mois, et puis tu reviens, ah ben non, tu repars parce que ça a encore changé, on ne va plus y arriver. Donc il y a une accélération des transformations techno qui, à mon avis, va, là, dans les années qui viennent, va continuer à suivre ce rythme-là et qui pose quand même d'énormes questions RH, de management, d'employabilité et de développement des compétences. Voilà. Et donc, par rapport à cette question-là, la première chose sur laquelle je pense qu'il faut travailler, c'est quels sont les modèles pédagogiques qu'on a dans la tête pour affronter cette situation. Et je pense qu'il y a absolument urgence et nécessité à laisser tomber le modèle traditionnel sur lequel on a tous fonctionné pendant 50 ans, en tout cas en France, parce que là, franchement, je pense qu'il y a quand même des différences culturelles importantes, mais en France, on a été complètement marqué par un modèle scolaire, qui est vraiment le modèle dominant. Alors, le modèle dominant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur 2 croyances qui sont fausses. La première, c'est qu'il suffit qu'un sachant parle à des non-sachants pour que les non-sachants deviennent sachants. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous explique des trucs, vous m'écoutez gentiment, et ben ça y est, c'est génial, vous êtes formés. Voilà, formidable. Bon, ça ne marche pas. Je ne parle que du monde de l'entreprise. Je parle uniquement de professionnalisation. Deuxième idée fausse, je vous ai formé, et puisque je vous ai formé, et ben vous allez être compétent pour tenir votre emploi demain matin. Pourquoi? Parce que vous avez réussi le quiz, vous avez réussi l'examen, vous avez réussi ce qui prouve que vous avez bien écouté et bien tout retenu et bien tout compris. Et donc, c'est bon, quoi, vous êtes compétent, vous avez... Bon, ça aussi, c'est faux. Bon. Et ça, c'est typiquement le modèle scolaire. C'est typiquement un modèle qu'on a reproduit dans le monde de l'entreprise en créant des centres de formation, des universités d'entreprise, enfin des lieux dans lesquels vous redevenez des élèves, des non-sachants, et voilà, vous bénéficiez du savoir d'un expert qui va changer votre représentation du monde, etc., etc. Je fais une petite parenthèse. E-learning, MOOC et compagnie, même combat. Il n'y a pas plus ringard que ça. Il n'y a pas plus ringard qu'un MOOC. Un MOOC, c'est moi expert, je vous parle à vous. Alors avant vous étiez 30, maintenant vous êtes 3 millions. Ok, d'accord, vous êtes 3 millions, c'est génial. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai progrès, on ne l'avait pas ça. Bon, enfin, c'est exactement le même modèle. C'est, voilà, je suis expert, je parle à des non-experts, et vous allez tous devenir experts parce que vous m'avez gentiment écouté et que vous avez rempli le quiz à la fin. Évidemment, je caricature, mais enfin, quand même. Ce modèle-là ne peut pas fonctionner par rapport à la violence des changements d'activité qui sont en train de s'implanter un petit peu tous les jours dans les entreprises. Et du coup, ce sur quoi je travaille moi aujourd'hui, mais alors là c'est vraiment que le début, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on peut penser les processus d'apprentissage à partir des situations de travail. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rendre des situations de travail apprenantes. Je ne parle pas de ce que j'ai fait pendant 10 ans, qui était l'apprentissage en situation de travail. L'apprentissage en situation de travail, ce sont des dispositifs de formation dans lesquels on va faire aux gens quelque chose qu'ils ne savaient pas faire, et puis les extraire pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, pour travailler en termes de réflexivité, d'explicitation, etc. Et voilà, et objectif par objectif, et de manière très individuelle et très efficace, on va effectivement promouvoir des manières d'apprendre qui sont au plus près du terrain, et donc on va réduire la distance entre ce que j'apprends et puis ce que je mets en œuvre. Et ça marche merveilleusement bien. Je pense que pour demain, ce ne sera pas suffisant d'être sur des dispositifs d'AST, et je pense qu'il faut aller un cran plus loin et penser des situations de travail apprenantes, c'est-à-dire des situations dans lesquelles le fait même de travailler au cours de votre travail, vous développez des compétences qui vous seront utiles pour demain matin. Et puis pour demain après-midi, et puis peut-être pour un peu plus tard. Et donc, comment on insuffle, on insère, on rentre à l'intérieur de la situation de travail pour pouvoir, au fur et à mesure, développer un certain nombre de savoir-faire, de savoir, de comportements, etc., enfin, tout ce qu'on connaît, parce que c'est ça qui vous attend demain matin. Et donc, pour faire ça, ça veut dire que vous êtes capable
de regarder l'activité sans doute de manière très différente de la manière dont on l'a fait ces dernières années, c'est-à-dire avec des approches. Ce qu'on a fait pendant des années, ces dernières années, ce sont des approches compétences pour aller très vite. Et je pense qu'il faut aller vers des approches beaucoup plus autour des situations de travail et donc du coup réinventer aussi des concepts là-dessus. Deuxième chose, il faut pouvoir faire de la prospective métier tous les jours. Il faut que cette anticipation sur l'évolution de ce que va être le travail, elle se fasse non pas dans des observatoires un peu lointains et une fois par an avec des beaux rapports mais au quotidien et en impliquant d'ailleurs les managers. Et ça, c'est un sacré défi. Alors peut-être pas chez vous, mais je peux vous dire qu'en France, on a vraiment du boulot sur tout ce qui est autour de la prospective métier. Ensuite, il faut penser la situation de travail, y compris dans sa dimension collective. Donc il faut savoir comment on va s'appuyer sur des équipes, sur des réseaux qui sont également en dehors de la situation de travail, qui peuvent être transverses, etc. Et vous voyez que là, par exemple, le digital, il est absolument indispensable. Enfin, on peut faire des trucs fabuleux grâce au digital qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc juste pour dire, je ne suis pas contre, a priori, le digital. Hein. Voilà, alors il y a d'autres questions autour de l'individualisation des modes d'apprentissage, il y a des questions autour des modes d'accompagnement, parce que je pense que plus on ira vers ces apprentissages permanents, plus la question de l'accompagnement individuel va se poser de manière cruciale. Or, on n'a pas ces gens-là, on a, nous, en France, des formateurs, des experts, mais on n'a pas de gens vraiment capables d'accompagner les processus d'apprentissage et d'être vraiment sur des questions de pédagogie. Donc là aussi, un autre challenge. Et puis derrière tout ça, il y a évidemment des questions de comment on embarque le management et comment les SI, les systèmes d'information, rendent tout ça capable et possible. Et là, il y a du boulot, croyez-moi, dans beaucoup d'entreprises. Alors, je vous raconte tout ça un peu en vrac, mais je crois que tous ces thèmes-là sont des thèmes de recherche les uns derrière les autres et que leur combinaison nous permettra effectivement de penser les organisations du travail autrement. Mais pour aller vers ça, il faut déjà, me semble-t-il, qu'on ait fait ce premier pas de se situer par rapport à la révolution digitale et du coup d'avoir les moyens de poser les bonnes questions par rapport à cette deuxième révolution qui arrive et sur laquelle il faut que nous ayons la main d'abord pour les gens, pour réellement garder cette question de l'employabilité en permanence et aussi pour les entreprises parce qu'elles ne pourront pas faire l'économie de raisonner comme ça, comme si on était uniquement dans un univers technique. Il est évident qu'une entreprise, c'est aussi peut-être d'abord un corps social composé d'individus et que ça, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix préserver dans les réflexions que nous menons. Et c'est bien pour ça que pour moi, la fonction RH doit être en première ligne sur ces questions. Merci beaucoup. J'avais cru voir se lever une main. Oui. Oui, voilà, j'aurais une question pour vous. Je voudrais revenir sur la notion de risque d'exclusion par rapport au digital. Est-ce que vous avez des exemples de grandes structures qui ont géré ce risque d'exclusion lorsqu'ils ont implémenté des plateformes, par exemple RH digitalisées, et qui ont réussi à intégrer les collaborateurs, notamment sur tout ce qui est fracture numérique? Oui. Merci. Oui, alors vraiment très clairement, il y a vraiment des entreprises qui ont pris ce problème-là à bras-le-corps et qui ont considéré que c'était leur boulot de réussir cette révolution en embarquant tout le monde. C'est pas tout le monde, c'est pas toutes les boîtes, mais des boîtes à tradition, j'ai envie de dire, politique sociale, etc., ont vraiment voulu traiter ça comme ça. Je pense à Orange, je pense à La Poste, je pense à EDF. Donc voilà, alors vous voyez, c'est pas n'importe quelle entreprise. Si vous connaissez un peu la France, vous voyez que c'est des entreprises à connotation. D'abord, ce sont des ex-publics, c'est pas non plus complètement par hasard. C'est des entreprises dans lesquelles le dialogue social existe. Tout ça a été fait avec les syndicats. Donc oui, bien sûr que c'est possible. Alors, je ne dis pas que c'est réussi à 100% et tout ça, mais il y a vraiment eu ce souci de dire on ne réussira pas si on n'embarque pas tout le monde. Après ça, les moyens qui ont été mis en œuvre sont souvent discutables. Hein. On a beaucoup vu le passeport digital, des trucs comme ça. C'est très light. Honnêtement, c'est très light. Et on n'a pas empêché qu'un certain nombre de gens disent très clairement, écoutez, vous êtes gentils, moi je pars à la retraite dans 2 ans, alors ce sera sans moi.
voilà, il y a des réalités comme ça qu'on a vues dans toutes les boîtes. Mais il y a vraiment eu, dans ces entreprises que je cite en particulier, un vrai souci de ça. Donc c'est possible. Vous disiez que la première vague de digitalisation avait été plutôt gentille et que la deuxième serait plus violente. À quoi vous pensez dans la fonction RH? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de violent qui nous arrive dessus à cause de cette deuxième vague de digitalisation? Alors, la fonction RH, pour moi, elle est très interrogée par ce qui est en train de se passer. Je vais prendre quelques exemples. Le recrutement avec tous les algorithmes prédictifs, voilà, qui fait fureur, comme je vous le disais. Donc, on n'a plus besoin d'avoir des RH formés à l'entretien. Il n'a qu'à taper les bons, voilà, et puis on cherche partout. Donc, voilà. Il y a un fort mouvement d'ubérisation qui vraiment peut tout à fait exister, c'est-à-dire des plateformes qui vont vous rendre tous les services que rendent aujourd'hui les RH. Que ce soit le recrutement, que ce soit même la formation, que ce soit on voit même des choses autour de gestion des carrières, toujours avec cette même idée. J'ai l'algorithme qui fait que dans l'entreprise, si vous avez une grande entreprise, je vous repère la personne qu'il faut pour occuper le poste machin. Et on vous explique en plus qu'on lutte contre les discriminations parce que, effectivement, l'algorithme est allé chercher quelqu'un, peut-être au bout du monde, que vous n'aviez pas en tête, vous RH ici, et grâce aux caractéristiques de cette personne, est capable de vous rapatrier des candidats auxquels vous n'aviez pas pensé. Donc oui, il peut y avoir des effets très intéressants. Bon, vous voyez, le rôle du RH est quand même assez limité, in fine. Sur les politiques de rému, pareil, on voit bien comment effectivement les outils peuvent vraiment vous aider à prendre des décisions à votre place. Donc en fait, j'ai envie de dire que la fonction RH est très interrogée par cette deuxième vague. Après ça, la question c'est est-ce que le RH de proximité va au contraire prendre une valeur énorme parce qu'il restera l'interlocuteur individuel, personnel, en face des salariés, des collaborateurs, avec un rôle d'écoute, d'accompagnement qui va monter. Et là, pour le coup, dans un premier temps, en tout cas, ce ne sera pas les robots qui le feront. Tout à fait possible, pour autant qu'on considère qu'il est important d'accompagner les gens et que les gens ne sont pas par nature tous tellement acteurs, je mets des guillemets partout, de leur carrière et de leur formation et de tout, que finalement on peut très bien se passer d'un accompagnement et que ceux qui ne sont pas acteurs, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs parce qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Donc non, il y a de gros sujets. Enfin, en tout cas, en France, à nouveau, et dans ces grandes entreprises, on ne cesse d'assister à des diminutions de budget drastiques sur la fonction RH. C'est des moins 30%, c'est des... Voilà. Donc, non, un gros sujet. Gros sujet. Oui. Une dernière peut-être. Bonsoir. Ne pensez-vous pas quand même que la nature humaine résiste de toute façon à ce genre de phénomène, tôt ou tard, puisqu'on est passé de l'informatisation à la digitalisation, et qu'au final on est capable de l'absorber un certain temps, mais face à l'individualité, on le voit sur plein de choses, sur, je dirais, les transformations des organisations par exemple. On voit que finalement il y a des résistances qui sont le fait d'individus, puisqu'ils ne sont pas nécessairement prêts, ils n'ont pas forcément envie, et c'est pas du tout une critique, c'est que je pense qu'il y a un mode sauvegarde aussi qui se met dans l'esprit des individus. Et est-ce qu'au fond, on va plus aller, c'est une de mes questions, vers une idée de support digitaux, mais pas forcément de remplacer l'individu dans ses compétences? Ça, c'est la première question. L'autre question qui est connexe, c'est est-ce que finalement ces supports digitaux n'ont pas été une raison un peu anxiolytique dans leur création de remplacer par les algorithmes des compétences qui devraient être présentes parmi les acteurs des entreprises, RH ou managers? Je ne sais pas si j'ai été clair. Sur la première question, je n'ai pas envie de vous répondre parce que on touche à des questions philosophiques. Votre vision de la nature humaine, capable de toujours, finalement, c'est
on n'est pas dans un débat. Enfin, je veux dire, moi, je respecte parfaitement ce que vous dites. Et ben non, ça ne peut pas être une question. Et youpi, si vous avez raison. Mais au cas où vous n'avez pas raison, ben voilà, ça mériterait d'anticiper et de peut-être être plus dans une position, comment dire, préventive, ou en tout cas attentive à ce qui se passe. Mais si vous voulez, moi, je ne sais pas dire la nature humaine, toujours... on voit de tout, hein. On voit vraiment des univers qui sont durs, enfin qui sont violents, et puis on en voit d'autres où effectivement il y a des alchimies qui font que les gens créent autre chose. Donc moi j'ai pas de réponse univoque. Je ne sais pas dire si toujours la nature humaine finalement à la fin gagne dans le côté positif ou voilà, ou est-ce que les forces sombres l'emportent toujours. Bon. Donc je trouve que c'est bien de poser la question, c'est vraiment essentiel. De dialoguer là-dessus, mais peut-être pas, je ne peux pas répondre, vous voyez, en disant oui, non, quoi. Sur la deuxième question, j'ai moins compris, vous voulez dire, est-ce qu'on a mis en place des algorithmes et des outils digitaux parce qu'on ne savait pas faire, c'est ça? Oui, oui. Oui, alors, ça c'est très intéressant. Oui. Ah bah tout à fait. Ça c'est le grand argument. Hein. C'est le grand argument, en particulier pour le recrutement et la gestion de carrière et même les choix de mobilité. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que évidemment que quand on fait du recrutement, si vous en avez fait, enfin, vous savez bien qu'il y a des biais tout le temps. On le sait. Enfin, il faut vraiment être fou pour penser qu'on est complètement objectif et qu'on est capable de juger quelqu'un en 1 heure. Enfin, c'est aberrant. Bon. Donc oui, c'est totalement biaisé. Mais penser que les algorithmes ne sont pas biaisés, c'est également une erreur. Je veux dire, le raisonnement, il est quoi avec les algorithmes? Il est statistique. Donc en quoi les statistiques ont plus de vérité qu'eux? En quoi les algorithmes dans lesquels il y a des choix, un algorithme, il n'est pas comme ça tout seul de rien. Il y a des choix qui sont posés. Il y a vraiment des questions de ces datas, elles viennent d'où? Comment on les a triées? Comment on les a nettoyées? Comment on les a agglomérées? C'est comme ça que ça se fabrique. Donc, à chaque fois, il y a des questions. Alors, c'est scientifiquement plus pur, parce qu'effectivement, c'est du calcul, mais arrêtons de penser qu'on a sorti tous les biais, et la seule différence, c'est que ces biais-là, ils sont totalement opaques. C'est-à-dire que vous ne les savez pas, vous ne les avez pas. Ce que vous avez, c'est un discours scientifiste, parce que c'est des chiffres et que ça se calcule et que c'est des algorithmes. Et là aussi, il y a un moment, il faut creuser et se dire, mais il sort d'où cet algorithme? Qui l'a posé comme ça? Donc moi, biais, il y en a, à mon avis, partout. Peut-être plus du côté des humains, mais au bout du compte, il y en a aussi potentiellement dans les algorithmes. À chaque fois, c'est des choix, un algorithme. Hein. Si vous décidez que c'est comme ça et pas autrement, c'est des gens qui l'ont fait. Merci beaucoup.